Bonjour à tous, on démarre notre périple au Mali. Une centaine d'associations de la majorité au Mali a apporté samedi à Bamako son soutien à une candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka à l'élection du 29 juillet prochain. Asta Sidibé nous en dit plus. Il y a plus d'une centaine d'associations et de clubs de soutien qui ont décidé d'annoncer sa candidature et de le soutenir, a déclaré à la presse Ousmane Kola Daou, membre du Rassemblement pour le Mali, RPM, le parti de Ibrahim Boubacar Keïta, qui ne s'est pas encore déclaré. Nous allons bientôt investir Ibeka, candidat. Nous allons aussi payer sa caution, a précisé Ousmane Daou, un des responsables du directoire des associations et clubs de soutien au chef de l'État. Ce rassemblement se tient au lendemain du lancement officiel du mouvement Transformons le Mali, qui se définit comme une forme de troisième voie qui n'est ni un parti politique, ni un énième mouvement citoyen. Le coordinateur de ce nouveau mouvement, Mahmadou Kamara, ancien ministre de la Communication du président Keïta, a démenti tout alignement avec lui. Le mouvement n'est pas du tout un mouvement pour soutenir la candidature d'Ibeka, comme certains le pensent, a assuré Kamara à l'AFP, le décrivant comme une association catalyseur d'énergie au service du pays. C'est un regroupement de jeunes Maliens qui vivent au Mali et de la diaspora. Le Mali a une force latente, c'est sa jeunesse. Elle ne trouve pas de réceptacle au niveau des partis politiques, ni au niveau de la société civile, a-t-il expliqué. Par ailleurs, lors d'une rencontre samedi à Bamako avec des associations de jeunesse, le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga a réaffirmé que le scrutin aurait lieu à la date prévue. Ceux qui veulent le pouvoir sans aller aux élections n'ont qu'à le savoir, a-t-il lancé à l'intention de l'opposition, au cas où celle-ci envisagerait un boycott pour obtenir un report du scrutin. Même si le président Ibeka est le seul candidat, il y aura élection, a-t-il insisté. En direction de la République démocratique du Congo, des mouvements d'opposition congolais ont entamé samedi à Johannesburg pour parler avec l'opposant en exil, Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle en République démocratique du Congo, afin de constituer un front uni pour le scrutin prévu en décembre prochain. Fleur Kofi, explication. Réunis pour 3 jours, plusieurs dizaines d'opposants vont s'efforcer de définir une stratégie pour l'élection présidentielle du 23 décembre destinée à désigner un successeur au président Joseph Kabila. Le climat politique est très tendu en RDC où le mandat du président Joseph Kabila a pris fin le 20 décembre 2016. Des élections sont prévues le 23 décembre 2018 après le report de celles prévues au plus tard en décembre 2017. L'opposition accuse le président Joseph Kabila de chercher des stratagèmes pour se maintenir au pouvoir. Les participants à la réunion à Johannesburg ont laissé entendre que la plupart des mouvements d'opposition étaient derrière Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga et ex-allié de poids de Joseph Kabila passé à l'opposition. Richissime homme d'affaires, exilé en Belgique depuis mai 2016, officiellement pour s'y faire soigner, Moïse Katumbi est poursuivi par la justice congolaise, craignant pour sa sécurité. Les autorités congolaises ayant promis de l'arrêter dès son retour au pays. Depuis décembre, 3 marches interdites par les autorités se sont déroulées à l'appel des catholiques pour demander au président Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il ne serait pas candidat. Leur répression a fait 17 morts. Direction la Sierra Leone avec ce qui fait l'actualité dans ce pays. Un second tour de la présidentielle se précise dans ce pays. Selon les nouveaux résultats partiels publiés hier dimanche par la commission électorale, le candidat du principal parti d'opposition, Julius Maada Bio, devance celui du parti du pouvoir, Samura Kamara. Les résultats annoncés par la commission électorale nationale portent sur 75% des bureaux de vote. Julius Maada Bio obtenait 43,3% des suffrages exprimés et Samura Kamara 42,6%, soit un écart d'un peu moins de 15 000 voix. La commission doit proclamer les résultats complets en début de semaine, cette semaine donc, mais un second tour semble quasi certain puisque le seuil pour être élu au premier tour se situe à 55% des voix. On part au Burundi. Le président burundais Pierre Nkurunziza a été élevé samedi au rang de guide suprême éternel du parti au pouvoir. Cette décision a été prise à l'issue d'une rencontre entre les plus hauts dirigeants du CNDD-FDD réunis vendredi et samedi à Bouillé, au nord du pays, région natale du président Nkurunziza. La direction du parti a décidé que son Excellence, le président Pierre Nkurunziza, est le guide suprême du parti. C'est notre aîné, c'est notre père, notre conseiller. Personne ne peut se comparer à lui au sein du parti. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général du CNDD, le général Évariste Ndayishimiye. Au Gabon, on annonce que le jeudi 8 mars, depuis le jeudi 8 mars, on annonce que le pays
va retirer ses 450 casques bleus en République centrafricaine. Après 21 ans de présence dans le pays, le contingent gabonais quitte les 12 500 soldats qui participent actuellement à la mission de l'ONU en RCA. Régis Kofi. L'annonce a été faite après un déplacement du président centrafricain à son homologue gabonais. Le départ des casques bleus ne sera effectif qu'au mois de juin, lors de la prochaine rotation des troupes. Mais c'est un coup dur pour la MINUSCA, déjà plombée par les affaires d'abus sexuels et le climat d'insécurité en Centrafrique. L'ONU peine à convaincre de nouveaux pays à participer à la mission et pourrait vite se retrouver en déficit de troupes. Officiellement, Libreville justifie ce retrait par les progrès réalisés vers la paix en Centrafrique. Officieusement, les troupes gabonaises ont été impliquées dans une série de scandales sexuels depuis le déploiement de la MINUSCA en 2014. Un haut responsable de l'ONU évoque aussi un manque d'équipement et assure regretter la décision des autorités gabonaises. Le dialogue reste ouvert pour un retour du contingent, estime encore cette source. C'est dans tous les cas une très mauvaise nouvelle pour la MINUSCA, le Gabon étant un partenaire historique. Ces troupes, en effet, participaient à la force de réaction rapide et constituaient un bataillon de réserve, des pièces maîtresses pour assurer la protection des civils centrafricains dans un contexte de retour à la violence des groupes armés. L'ONU pourrait donc se retrouver dès le mois de juin, lorsque le Gabon devrait effectivement retirer ses troupes, avec un déficit d'un peu plus d'1 millier de casques bleus. En Égypte, 16 djihadistes ont été tués dans une vaste opération antiterroriste. Depuis un mois, l'armée égyptienne traque sans relâche les terroristes de l'État islamique. Djinebou Karamoko. C'est une vaste opération lancée en Égypte contre la branche locale de l'État islamique, en particulier dans le Sinaï. 4 extrémistes très dangereux ainsi que 12 autres ont été éliminés lors d'un échange de tirs, selon un communiqué publié par le porte-parole des forces armées. 3 dirigeants extrémistes ont été également arrêtés dans diverses zones montagneuses dans le centre du Sinaï. Il s'agit du bilan d'opérations menées au cours de ces 4 derniers jours, précise le communiqué. Au total, plus de 100 djihadistes et au moins 16 militaires ont été tués depuis le lancement le 9 février d'une vaste opération dans le Sinaï. Depuis 2013, et avec la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi, les forces de sécurité affrontent des groupes extrémistes, dont la branche locale de l'État islamique particulièrement active dans le nord du Sinaï. Fin novembre, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui brigue un 2e mandat en mars, avait donné 3 mois à l'armée pour rétablir la sécurité et la stabilité dans la péninsule. L'armée soupçonne des membres de l'État islamique de vouloir s'installer dans le Sinaï à la suite de leur défaite en Irak et en Syrie. On termine avec cette information en provenance du Rwanda. Au moins 16 personnes ont été tuées samedi dans le sud du Rwanda, où une église des adventistes du 7e jour a été frappée par la foudre. Le maire du district de Nyaruguru a indiqué que 14 personnes étaient décédées sur le coup et 2 autres étaient décédées plus tard, donc des suites de leurs blessures. 140 autres personnes ont été blessées et envoyées d'urgence dans des hôpitaux et des centres de soins. Selon le maire, un accident similaire avait eu lieu vendredi dans la même zone où la foudre avait atteint un groupe de 18 élèves, tuant l'un d'entre eux. Point final de ce bulletin Afrique. Excellente journée à vous tous.